50 degrés à Marseille en 2050. Telle une prophétie climatique, le slogan choque, claque, inquiète, mobilise. Alors non, Marseille ne connaîtra probablement pas de moyenne journalière à 50 degrés en 2050. Mais des pics extrêmes lors de canicules plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Oui, c'est une hypothèse sérieuse. Comme pour tout futur, celui de la climatologie est fait de probabilités et d'incertitudes qui servent de base aux projections. Alors projetons-nous. À quoi ressemblera le climat de la région sud en 2050 ? À quel risque d'événements extrêmes pourrait-elle être confrontée ? Quelles seront ses conditions atmosphériques ? Et surtout, dans cet air annoncé comme plus chaud, que respirerons-nous ? L'invité de cet épisode, le climatologue Alain Clapier, professeur à l'Université de Strasbourg et directeur du laboratoire Images, Ville, Environnement, a modélisé ce futur possible sur l'une des parties alpines du territoire. Il nous emmène dans ce futur où le dérèglement climatique modifie le fonctionnement de l'atmosphère, intensifie les phénomènes météorologiques, impactant inévitablement notre environnement et avec lui notre santé. Vous écoutez Inspirons, le podcast en santé et environnement lié à la qualité de l'air d'Atmosud. Bonjour Alain Clapier. Bonjour Frédéric. Alors vous Alain, vous êtes un invité d'Inspirons bien connu chez Atmosud, puisque vous collaborez avec l'Observatoire Air, Climat, Énergie en région sud, donc qui est Atmosud, en mettant à profit votre expertise de modélisateur pour croiser des données liées au climat à celles relevant de la pollution atmosphérique. Ce lien entre météo, climat, qualité de l'air que vous explorez dans le cadre de différentes études et projets, comment le définit le président du conseil scientifique de l'agence Climat Rhône Métropole de Strasbourg, que vous êtes par ailleurs ? En fait, ça se définit par une forte interaction. C'est-à-dire que le fait que le climat change, que les températures changent, que la quantité de soleil que reçoit une région change, va impacter le développement de réactions chimiques qui vont générer plus ou moins de polluants nocifs. Et puis d'un autre côté, le fait de produire de la pollution, en particulier sous la forme de particules, ça va aussi impacter le climat parce que plus il y a de particules, moins il y a de soleil et donc là, moins ça va chauffer. Donc tous ces phénomènes sont liés. Ils ont aussi une cause commune. Les émissions dues au combustible qu'on brûle pour notre chauffage, pour notre transport. Et comme tout ça a les mêmes causes, il faut traiter ces problèmes de manière conjointe pour faire diminuer les impacts sur la pollution en même temps que sur le climat. Alors on a bien compris que finalement ce lien météo, climat, qualité de l'air, il était intrinsèque. C'est sans doute lui aussi qui est à l'œuvre dans les épisodes particulièrement pluvieux qu'on a connus en région sud cet hiver. En fait, ces phénomènes sont jugés atypiques, exceptionnels. Est-ce que c'est pour autant une tendance que vous avez pu observer dans les résultats des études que vous avez menées ? Donc ce passage en fait à un hiver sec, un hiver plus pluvieux et humide. Oui, alors c'est intéressant que vous évoquiez ces épisodes pluvieux de longue durée auxquels on n'était pas encore habitué. Et puis il se trouve que depuis quelques jours, on connaît une douceur excessive avec une augmentation de température. Ça illustre bien en fait les différentes conséquences du changement climatique. On ne peut pas se résumer simplement en disant on va connaître un réchauffement. La vérité, c'est que c'est une transformation plus en profondeur des régimes climatiques qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va avoir typiquement beaucoup plus d'épisodes pluvieux violents, en particulier dans le sud de la France, qui était déjà une région soumise à ces épisodes violents, et puis des périodes effectivement où il va faire plus chaud, où il y aura plus de sécheresse. Donc ça montre un peu qu'on ne peut pas simplement résumer le changement climatique actuellement par une simple augmentation de température, mais il faut tenir compte de tous les changements. Oui, et notamment avec des événements plus extrêmes, comme là, c'est vrai, moi je m'entretenais avec un climatologue de Météo France qui me disait que c'était pas forcément la quantité d'eau qui pleuvait qui était assez stupéfiante, mais plutôt le nombre de jours. Il a plu plus de 60 jours sur la région. Est-ce qu'on doit s'attendre à des choses comme ça aussi dans le futur ? Alors, effectivement, sur le fait qu'actuellement, ce qu'on caractérise comme d'événements exceptionnels, il faut s'attendre à ce que ça devienne la norme dans le futur. Après, il est vrai que d'avoir un épisode sur une aussi longue période n'est pas forcément ce qui risque de se développer dans le futur. Ce qui est certain, c'est que ce qu'on va voir dans le futur, c'est des événements beaucoup plus violents, sur des durées probablement plus courtes. Et ensuite, bien sûr, dans cette situation où on a une quantité de pluie plus importante qui tombe à cause des augmentations de température, on pourrait avoir plus d'épisodes sur des longues durées. Mais ce n'est pas ce qui caractérisera le plus, je pense, la région sud en tout cas. C'est plutôt la violence des épisodes pluvieux qui la caractérisera.
Alors, quand on évoque les projections climatiques à l'échelle de la France, on entend souvent que notre climat méditerranéen actuel serait voué à s'étendre à l'ensemble de l'Hexagone et que Marseille et plus largement le sud-est de la France seraient appelés à adopter le climat algérien. En d'autres termes, que la région sud passerait d'un climat chaud et sec à un climat plus tropical, avec un air ambiant du coup beaucoup plus humide et plus difficile aussi à supporter pour les organismes vivants. Vous confirmez ce type de projection ? Alors, pas tout à fait, pour deux raisons. D'abord, si on résume le changement climatique à un changement de température, je pense que pour 2050, on serait plutôt à Marseille sur un climat qui correspondrait au sud de l'Espagne plus que l'Algérie. Il faudrait attendre un peu plus pour que les températures augmentent en plus. Et ensuite, l'Algérie n'a pas un climat spécialement humide, c'est-à-dire qu'on verra plutôt, comme je le disais toujours, un allongement des périodes de sécheresse, avec plus d'incendies l'été, et puis une saison des incendies qui démarrera plus tôt, qui terminera plus tard, et puis des épisodes pluvieux violents, ce qui aura bien sûr des conséquences sur l'alimentation de la nappe, par exemple, c'est-à-dire qu'une pluie violente va avoir tendance à ruisseler beaucoup plus et à ne pas pénétrer les sols. Donc c'est aussi ce changement de régime qui nous inquiète et qui rendra les choses plus difficiles à gérer dans le futur. Mais cette notion de tropicalisation du climat, c'est quelque chose qui revient quand même très souvent, que la région serait... D'ailleurs, il paraît, on dit, moi j'ai entendu dire que les Alpes-Maritimes et le Vaucluse avaient déjà versé vers un climat plus tropical et que dans les Bouches-du-Rhône, on serait en train de le faire. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez de votre côté ? Oui, alors je dirais que ce serait plutôt, je ne sais pas si tropical est le bon terme, mais typiquement si on prend un climat du nord de l'Afrique, c'est un climat très sec. Il n'y a pas de raison que cette sécheresse ne continue pas par rapport à un climat plus au sud qui serait plus équatorial, où on aurait beaucoup de pluie. En tout cas, on ne rentrera sûrement pas dans ces régimes-là en Méditerranée. Donc ça sera plus une accentuation des durées de sécheresse et de violence des précipitations. Je ne sais pas si tropical est le bon terme, en fait. C'est peut-être une façon de dire aussi que l'air est plus humide. C'est vrai qu'on le constate aussi l'été à Marseille, qu'il y a cette humidité qui est prégnante et réelle, quoi. Oui, ça c'est dû à la présence de la mer. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation des températures, la capacité de l'air à retenir la vapeur d'eau est plus grande. Donc forcément... l'air peut paraître plus humide, mais comme les températures sont plus élevées, effectivement, ça devient plus difficile à supporter. Ça, c'est une des caractéristiques, effectivement, des zones côtières. Alors, on le sait, Alain, le réchauffement terrestre inclut aussi le réchauffement des montagnes et des glaciers. Les zones montagnardes se réchaufferaient jusqu'à 2 fois plus vite que les plaines, selon certains scientifiques. Selon la revue Nature Review Earth of Environment, on serait à un réchauffement moyen de 0,21 degrés entre 1980 et 2020. Et c'est dans ces montagnes, plus précisément dans la région alpine Alcotra, située dans les massifs franco-italiens, que vous avez participé au projet européen Climarea, piloté par Atmosud et dont vous êtes aussi l'animateur du comité d'experts, pour mesurer justement l'impact de la météo et du réchauffement climatique sur la qualité de l'air à l'horizon 2030-2050. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet ? Oui, alors ce projet qui est maintenant terminé rassemblait d'abord des régions à la fois françaises. Il y avait PACA et Auvergne, c'est ça, oui. Et en Italie, on avait la Ligurie, le Piémont et le Val d'Aoste. Donc tous ces gens s'étaient fédérés pour pouvoir faire des simulations communes sur toute cette région. Et l'objectif principal de ce projet, c'était de regarder si le changement climatique attendu, d'un point de vue des conditions météorologiques, donc ensoleillement, pluviosité, allait avoir un effet sur les futurs niveaux de pollution. Et globalement, la conclusion de ce projet, c'était qu'on s'attendait à une influence relativement faible des conditions météorologiques sur la pollution de l'air, dans la mesure où, par exemple, un excédent de pluie va plutôt avoir tendance à lessiver l'air et donc à la nettoyer. Par exemple, d'un autre côté, s'il y a plus de soleil, eh bien, ça rend l'atmosphère plus réactive chimiquement et on verra apparaître plus de particules, plus de polluants comme l'ozone, et là, ça aura au contraire un effet négatif sur la qualité de l'air. Le fait est que les résultats du projet nous montrent que l'influence de la météorologie serait relativement faible, et donc à partir de ce projet, on s'est posé la question s'il n'y avait pas d'autres effets qui seraient plus indirects
à savoir sur les émissions. Par exemple, un hiver plus chaud va demander des besoins en chauffage plus réduits et donc des émissions de polluants plus faibles. Réduite aussi, oui, notamment les particules. Voilà, donc c'est resté la question en suspens à l'issue de ce projet Climaréa. À savoir, est-ce que les effets directs de la météorologie étaient plus importants que les effets indirects sur les émissions ? On peut dire que l'étude était basée quand même sur des scénarios assez optimistes, entre guillemets. Vous aviez considéré que les émissions anthropiques restaient stables. C'est-à-dire qu'on avait maintenu les émissions actuelles de façon à vraiment analyser les effets de la météorologie et donc de la météorologie sur de long terme, c'est-à-dire les effets climatiques sur les niveaux de pollution. Et bien sûr, cette hypothèse des émissions constantes n'était pas réaliste, puisque dans le futur, il n'y a pas de raison que ça ne change pas. Et est-ce que vous aviez pu relever, c'est qu'on avait une augmentation de la température moyenne journalière de l'ordre de plus ou moins 2 degrés, c'est ça, par rapport à 2010 ? On est dans ces chiffres, c'est-à-dire que ce qui avait été fait, c'est reprendre les scénarios climatiques du GIEC. Donc on était parti, je pense, de 2 scénarios, un plus optimiste, l'autre moins. Donc on devait arriver sur des chiffres de l'ordre de 2 degrés, oui, en moyenne. Et il y avait moins de jours de gel aussi ? Oui, tout à fait. Donc il y a moins de jours soumis au gel. Bon, ce qu'il faut savoir par rapport aux trajectoires du GIEC, c'est qu'actuellement, on est toujours dans la fourchette prévue par le GIEC, déjà dans les années 80-90, mais on est sur la partie haute de la fourchette. C'est-à-dire que les scénarios les plus pessimistes du GIEC sont plus proches de ce qui est en train de se passer actuellement que les scénarios optimistes. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, on essaie de jouer sur 2 scénarios possibles pour faire nos estimations. Alors, ce projet Climaréa, il est terminé, et cependant, il a une suite qui s'appelle Alp-Aera, qui est vouée à répéter les projections air-climat à l'horizon, cette fois 2050-2070. Quel est l'objectif, en fait ? C'est d'observer les mêmes phénomènes ? Est-ce qu'il y a des spécificités en plus ? Voilà, alors on reste sur la même thématique, à savoir quelle est l'influence des changements climatiques sur les niveaux de pollution. Mais on essaye de lever ce doute qu'on avait sur l'influence des futurs changements d'émissions liés au climat, c'est-à-dire de comparer ce que je qualifierais d'effets directs de changement climatique sur la météorologie et sur la production de polluants dans l'air, et les effets indirects du climat qui vont influencer nos besoins, par exemple nos besoins de chauffage, et comment ça va aussi faire changer les niveaux de pollution. Comparer quel est finalement de ces 2 effets le plus important. Je dirais qu'actuellement, et il faut bien sûr attendre la fin de ce projet Alp-Aera pour donner un diagnostic définitif, mais il semblerait que les effets indirects sont plus importants. C'est-à-dire que la météorologie, finalement, son évolution aurait relativement peu d'impact sur les niveaux de pollution. Par contre, le fait que nos émissions évoluent devrait faire changer les niveaux. Mais c'était aussi un des objets des 2 études d'ailleurs, c'était du coup de se présenter comme un outil d'aide à la décision qui vont dans le sens justement de la baisse de ces émissions et des gaz à effet de serre. Les actions que vous aviez pu identifier pour réduire ces émissions, elles pouvaient aller jusqu'à 10%. Oui, ça peut paraître assez faible, mais il faut savoir que 10% de réduction, ça a déjà un impact très important sur la santé. Donc, sur les coûts économiques, donc le fait de diminuer comme ça la pollution de 10%, on peut gagner bien plus que 10% sur les effets sur la santé. Donc, c'est important de continuer à travailler sur la baisse de ces niveaux, en sachant bien sûr que pollution zéro, c'est pas possible. Il y a des polluants naturels, ça il y aura toujours. Alors finalement, que ce soit dans le cadre de Climaréa qui est finalisé ou de Alp-Aera qui est encore en cours, qu'est-ce qu'on peut d'ores et déjà retirer de ces projets ? Quels enseignements ils apportent ? Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, déjà dans Climaréa, il y avait certains scénarios de réduction des émissions qui avaient été étudiés. Là, ce que va apporter Alp-Aera, c'est une meilleure prévision sur le futur de ces fameuses émissions. Et donc, bien entendu, il faut attendre la finalité du projet pour avoir les conclusions, mais je pense qu'on arrivera à mieux déterminer ce qui peut vraiment avoir un effet efficace sur la baisse des niveaux de pollution. Là où on est un petit peu optimiste, c'est qu'en général, tout ce qui concerne les émissions de polluants, on a des solutions techniques. À savoir qu'on sait que les véhicules électriques, par exemple, n'émettront plus d'oxyde d'azote. Donc, on sait que c'est une solution qui fera baisser les niveaux. Par contre, on sait que les véhicules électriques continueront à émettre des particules à cause des dispositifs de freinage, de l'usure des pneus sur la route, etc. Donc, voilà, on a un certain nombre d'éléments qui nous font dire qu'une législation appropriée et bien appliquée amènera à une baisse des niveaux. Là où c'est plus délicat, c'est en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.
où on a moins de solutions techniques et en tout cas les solutions qu'on pourrait adopter remettent en question de manière plus radicale notre mode de vie. Comme quoi, par exemple? Quel genre de solution? Alors, par exemple, il faudrait faire changer certains systèmes de chauffage de façon à utiliser plus de systèmes de type pompe à chaleur plutôt que des systèmes qui utilisent du gaz pour le chauffage. Il y a encore pas mal de chauffage qui est au gaz. Au niveau de son comportement aussi dans les transports, on sait que les transports aériens émettent beaucoup de gaz à effet de serre, donc il faudrait peut-être qu'on apprenne à dépenser un petit peu moins de carburant pour partir en vacances, des choses qui remettent en question notre mode de vie. D'une manière générale, je pense que nos sociétés ont besoin d'économiser plus l'énergie parce que la production d'énergie, c'est un des problèmes qu'on a. Il y a beaucoup aussi à revoir du côté de l'agriculture parce qu'on émet beaucoup de gaz à effet de serre avec nos pratiques agricoles. Donc, ce sont des choses qui touchent au fondement de nos sociétés. L'énergie, la nourriture, c'est plus délicat parce qu'il y a des problèmes aussi culturels. Donc là, on n'a pas toujours les solutions clés en main. Ces 2 études ont été menées et sont menées sur un territoire alpin. Est-ce que les observations, on pourrait les projeter aussi sur la région sud dans sa globalité? Oui, bien sûr. Disons, nous, ce qu'on a simulé, c'est en fait l'entièreté de la région. Et donc, on avait les Alpes parce qu'on ne voulait pas les considérer comme une barrière. Justement, on voulait pouvoir mieux représenter ce qui pouvait passer d'un côté et de l'autre de la frontière entre les régions italiennes et françaises. Mais bien entendu, les zones les plus touchées par la pollution sont celles où il y a le plus d'émissions, donc où il y a le plus d'habitants. Et c'est souvent les régions de plaine, de vallées, avec cette difficulté supplémentaire que dans les vallées alpines, très souvent, ces polluants vont rester piégés à cause des reliefs. Mais sinon, il y aura plus de polluants au niveau de la vallée de Chamonix qu'au sommet du Mont Blanc. Ça, c'est clair. Par contre, le changement climatique, lui, touche toute la région. Comme vous l'avez souligné, les zones de montagne sont plus touchées et je dirais que c'est plus spectaculaire parce qu'on voit baisser le niveau des glaciers, on voit pousser la forêt plus haut. Donc en ville, finalement, on est relativement préservé par rapport à ce qu'on peut observer sur le terrain quand on est en milieu naturel en montagne. Oui. En ville, c'est les immeubles qu'on voit pousser. C'est un petit peu différent. En tout cas, on l'aura compris que le climat a une influence sur la qualité de l'air et qu'inversement, la qualité de l'air a une influence aussi sur le climat. On passe notamment aux poussières qui assombrissent les albédoses dans la neige, aux pluies sahariennes, au chauffage au bois, comme on l'a évoqué avec le rejet de particules. Merci beaucoup Alain Clapier d'être venu nous projeter dans l'horizon aéroclimatique, on va dire ça comme ça, de 2050. Merci Frédéric, c'est toujours un plaisir et c'est important qu'on puisse avoir la parole pour porter la parole des scientifiques à l'heure où elle est de plus en plus négligée par nos politiques. Merci et en tout cas c'est important de vous la donner et de l'entendre. Alors, si vous avez aimé cet épisode d'Inspirons, merci de le faire savoir en lui laissant un joli commentaire, de vous abonner à la chaîne podcast Inspirons d'Atmosud si ce n'est pas encore fait, et bien entendu de le partager autour de vous pour que l'information santé environnementale qui relève de la qualité de l'air puisse circuler auprès du plus grand nombre. Vous pouvez aussi la recevoir tous les mois directement dans votre boîte mail en vous inscrivant à la newsletter Inspirons via le lien laissé dans le descriptif de cet épisode. On se retrouve le mois prochain autour d'un nouveau thème pour ouvrir grand nos yeux sur ce que l'on respire sans le voir. D'ici là, prenez soin de vous.